si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, je perçois les glaçons. L'anis sent bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélange. C'est le pastis, un Duval et de l'eau fraîche. Pastis Duval. Pastis Duval, une histoire d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco. Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Cette semaine était inauguré à Paris le grand magasin La Samaritaine après 16 ans de fermeture. Cette réouverture intervient alors que le modèle des grands magasins est vraiment en crise, François. Oui, c'est une crise extrêmement profonde qui en réalité n'a pas été déclenchée par l'épidémie. L'épidémie ne fait jamais que porter le coup de grâce. En réalité, c'était antérieur et ça fait une dizaine d'années que les grands magasins du monde entier d'ailleurs subissent la désaffection des consommateurs. Bien sûr, l'épidémie arrive là-dessus sur des enseignes qui pour beaucoup étaient fragilisées. En France, pour vous donner un peu la mesure du choc que ça a été, les Galeries Lafayette créées à la fin du 19e siècle n'avaient même pas fermé pendant les guerres. Et là, ils ont été obligés de le faire, plusieurs dizaines de jours de fermeture en 2020 et encore davantage en 2021. Au total, ça fait pas loin d'1 milliard de chiffre d'affaires en moins à cause de l'épidémie. Au printemps, c'est un peu la même limonade. C'est une situation qui est quand même assez difficile. Dans le monde entier, il y a eu des enseignes qui ont même fermé, ou fermé en tout cas une bonne partie de leur réseau. C'est le cas aux États-Unis, Macy's et Bloomingdale, deux grandes enseignes, plus de 30 fermetures en 2021. À Londres, sur Oxford Street, c'est le grand magasin Debenham qui a fermé. À New York, Neiman Marcus, qui était en liquidation judiciaire. Au Japon, qui est aussi un pays de grands magasins, Onuma, magasin qui avait 150 ans fermé. En Allemagne, c'est Karstadt Kauf, qui est la grande enseigne, qui a fermé le tiers de ses magasins. Elle en avait 172, elle en a fermé 51. El Cortés, en Espagne, 15 fermetures. En Suisse également, c'est la grande enseigne Manor qui est en difficulté. Ça se traduit d'ailleurs dans l'indice boursier, le fameux Standard & Poor's 500 qui recense les 500 plus grandes valeurs américaines, ne comprend plus de grands magasins alors que depuis un siècle, il en avait toujours eu. Et les études faites auprès des clients confirment tout cela. Fin 2020, 44% des clients américains disaient avoir l'intention de dépenser moins dans les grands magasins qu'au précédent. Une autre étude de Morgan Stanley est édifiante. En 2016, donc il y a seulement 5 ans, les grands magasins représentaient 24% des ventes de vêtements, donc un quart. En 2022, ça ne devrait plus être que 8%. Au Japon, chute encore plus spectaculaire. Cette année, 2021, les ventes totales, tous objets confondus, ont chuté d'un tiers par rapport à 2019. Donc on voit qu'il s'agit véritablement d'un mouvement mondial. Ces grands magasins ont perdu la cote. Mais alors comment expliquer cette désaffection au-delà de l'impact du confinement ? Parce que ce que vous décrivez, c'est un mouvement qui a commencé depuis un moment avant même cette crise sanitaire. Il y a l'effet prix qui joue parce que, disons, il y a eu une certaine époque où le commerce était peu développé, évidemment dans les temps préhistoriques des grands magasins, mais même dans les années 60, où le grand magasin présentait l'avantage d'offrir toutes les gammes d'objets au même endroit. Donc c'était pratique. Mais petit à petit, son avantage compétitif de praticité s'est érodé alors que son désavantage en matière de prix augmentait. Parce que le prix de l'immobilier dans les centres-villes où sont situés les grands magasins a fortement progressé. Du coup, les opérateurs de magasins, pour rester rentables, ont dû pratiquer des prix plus élevés qu'ailleurs. Et évidemment, dans la dernière période, sur les 15 dernières années, tout ça s'est conjugué à la montée du e-commerce où là, les prix ont baissé. Pour un même article, on a pu avoir des différences de prix de 10, de 15, de 20%. Du coup, la première stratégie de survie des opérateurs, ça a été de se réorienter vers le luxe où le discount est beaucoup plus faible. Et on a vu ça à Paris. Le printemps, ça date déjà d'une quinzaine d'années. Galeries Lafayette a toujours maintenu une approche un peu plus généraliste, tout en ouvrant des enseignes spécifiques pour le luxe, principalement destinées aux touristes étrangers d'ailleurs, parce que ils constituent une partie très importante de la clientèle.
modèle, mais ça a été la première tentative pour transformer le modèle. Ça n'a pas suffi, parce que le luxe lui-même a été concurrencé par Internet. Les clients du luxe, il y a 15 ans, ne voulaient pas se servir d'Internet pour acheter les biens qu'ils souhaitaient acquérir. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune inhibition. Or, les grands magasins eux-mêmes n'avaient pas développé leur site Internet, parce que ils estimaient que le commerce physique était tout à fait à même de rester compétitif, et ils ont été pénalisés par ça. J'ajoute quand même le fait aussi que dans bon nombre de villes, les centres ont été de plus en plus saturés, de plus en plus difficiles d'accès pour la voiture, et que dans le même temps, bon nombre de bâtiments ont vieilli. C'est le cas à New York, par exemple. Quand on va dans les grands magasins new-yorkais, on a le sentiment de repartir dans les 30 glorieuses. C'est pas le cas en France, où il y a davantage de travail qui a été fait justement il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est une clientèle âgée, et du coup, quand un client jeune va là-bas, il a l'impression de ne pas être chez lui. Au total, tout ça a fait que dans bon nombre d'enseignes, le service rendu semblait trop coûteux, au moins par rapport aux alternatives et notamment par rapport à Internet. Alors, ça date de quand, François, les grands magasins? C'est un vieux modèle? C'est très ancien en fait. Le précurseur, il est anglais, comme toujours en matière de commerce. C'est un magasin qui avait été fondé dans la ville de Derby en 1734. Il s'appelle Bennett's of Irongate. Il a d'ailleurs été fermé tout récemment, juste avant la pandémie, en octobre 2019. Mais alors l'âge d'or, enfin le véritable essor, il date du 19e siècle, mais disons de la première moitié et du début de la deuxième moitié du 19e siècle. Et on les a vus fleurir, ces grands magasins, dans toutes les grandes villes, aux États-Unis, à New York en particulier, et bien sûr en Europe. Harrods, par exemple, la grande enseigne britannique, c'est 1834. Et puis Paris occupe une place assez particulière là-dedans, parce que elle a été, au milieu du 19e siècle, le terreau d'une génération d'entrepreneurs dans le commerce très brillante. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de tradition. 100 ans après, on a eu les entrepreneurs dans la grande distribution, avec les Leclerc, les De Forêt, etc. Mais 100 ans avant, c'était les Trois Quartiers, 1829, c'était le grand magasin au bonheur des dames, qui a servi de modèle à Émile Zola, 1852, fondé par Aristide Boucicaut. Et il y a bien sûr eu la Samaritaine, rénovée aujourd'hui, fondée par un couple, Ernest Cognac et Marie-Louise Jay. C'était en 1865, qui ont commencé très petitement, et puis qui sont devenus milliardaires, non pas eux-mêmes, mais en tout cas qui ont fait 1 milliard de chiffre d'affaires de l'époque. La même année, 1865, c'est la création du Printemps par Jaluzeau, et puis les Galeries Lafayette, qui sont le petit dernier, 1896. Des ensembles architecturaux très soignés, très travaillés, auxquels a contribué notamment pour le bon marché Gustave Eiffel, et on en voit, j'allais dire les traces, c'est même plus que ça, encore la structure, et c'est tout ça qui a été rénové récemment, qui fait ressortir ce patrimoine architectural unique. Alors, si la Samaritaine, propriété de LVMH, rouvre ses portes, ça veut dire intrinsèquement qu'il y a vraiment un avenir pour ce format? Oui, c'est certain. Enfin, c'est ce que disent en tout cas certains des propriétaires de ces grands magasins, qui disent, malgré tout, il reste une place pour les endroits d'exception. C'est là où ça diffère du modèle d'avant. Auparavant, pour le coup, il fallait avoir le maximum de place pour avoir le maximum d'articles, au moins dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais là, aujourd'hui, on est presque contraint de retrouver le concept d'origine, c'est-à-dire de créer des endroits exceptionnels dans lesquels on vient aussi pour visiter. Le fait de rassembler les produits n'est plus suffisant. Et on y vient non seulement pour acheter, pour visiter, mais aussi pour déjeuner. Dans la Nouvelle Samaritaine, il y a plusieurs restaurants. Aux Galeries Lafayette aussi, juste derrière d'ailleurs les fondateurs du Galerie, enfin plutôt les héritiers et dirigeants des Galeries Lafayette ont monté Italie, qui est un ensemble qui regroupe des restaurants italiens. On voit que dans la Samaritaine, il y a même des spas. Il y a un spa Dior, il y a un hôtel de super luxe, Cheval Blanc, qui va ouvrir en septembre. En fait, c'est presque un monument qu'on viendra voir rien que pour le voir, même sans sortir son portefeuille, ou si on n'a pas le portefeuille qui permet justement de se promener dans les rayons. Bon, ça a nécessité des investissements considérables, 16 ans de fermeture, vous l'avez dit, et 750 millions d'investissements. L'autre élément, c'est évidemment la complémentarité avec le numérique. C'est ce que Philippe Houzé, le patron des Galeries Lafayette, appelle le figital. C'est un mélange de physique et digital.
En réalité, quand on y pense, c'est un petit peu l'équivalent des Apple Store. Il y a des magasins qui sont des beaux magasins où il y a un très bon service, où on vient voir les produits. Éventuellement, on les achète, mais pas forcément. C'est surtout un lieu de démonstration pour flatter la marque. C'est comme ça chez Apple et dans les grands magasins Nouvelle Vague. Et en réalité, on voit que c'est plusieurs moments l'acte d'achat. On fait un pré-repérage sur Internet qui permet d'identifier ce dont on a besoin, les gammes de prix. On va voir sur place et on est conseillé par quelqu'un. Pour ça, d'ailleurs, les grands magasins ont, pendant la pandémie, mis en place des conseillers numériques qui permettaient de faire ça à distance. Bon, c'est mieux en physique, évidemment. Et puis, cette discussion avec le spécialiste prépare la conclusion de la vente qui ne se fait pas forcément sur place, mais sur Internet, le lendemain, 3 jours après, 1 mois après, peu importe. Et puis, il y a évidemment une autre clientèle pour laquelle le grand magasin restera important et gardera un marché, c'est la clientèle étrangère pour laquelle l'aspect monument d'exception est très important. C'est une vitrine de la France. De la même façon que nous, quand on va à Londres, on va toujours chez Harrods, ne serait-ce que pour acheter du thé et des confiseries, parce que c'est presque aller au cœur de l'Angleterre. Et pour les Américains ou les Chinois, 1/3 des 40 millions de visiteurs du magasin Opéra des Galeries Lafayette étaient chinois avant la pandémie, donc c'est considérable. Et pour ces gens-là, c'est irremplaçable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont disparu et que, de ce point de vue, les grands magasins sont très, très, très dépendants de leur prise du trafic international, du tourisme international. On peut imaginer que ça va venir, mais tant que ça ne sera pas revenu, le modèle sera quand même, je ne dis pas en difficulté, au moins pour ceux qui ont fait les investissements nécessaires, mais en tout cas, moins rentable que dans une situation normale. Alors, dans cet environnement, est-ce que ça veut dire que ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui ou qui rouvrent, vont pouvoir continuer et survivre, François ? On peut le penser. D'abord parce que, il y a quand même eu un mouvement de sélection darwinienne, donc il y en a beaucoup qui ont disparu, comme on le disait, qui est probablement pas fini. Bon, c'est vrai que cette année, avec l'ouverture de la Samaritaine, il y a près de 30 000 mètres carrés d'hyperluxe qui arrivent à Paris, donc ça va faire une concurrence nouvelle. Ça ne devrait pas rester en l'état. Ça va survivre, probablement se développer, mais il y aura probablement encore une phase de concentration. Aux Galeries de Lafayette, on a 28 magasins et 2 BHV, donc c'est une structure qui était adaptée à l'avant-épidémie. Les dernières sessions avaient été faites en 2018, des sessions en franchise. Reste le problème du BHV, pour lequel la direction de l'entreprise ne cache pas son inquiétude, parce que c'est un magasin qui n'est plus rentable, loin s'en faut, et les problèmes se sont accrus par la fermeture aux voitures de la rue de Rivoli, et qui complique beaucoup l'accès au magasin et qui, de surcroît, a fermé l'accès à toute la clientèle ouest de la région parisienne, qui est la plus aisée, qui faisait ces courses de bricolage-là, de décoration. Aujourd'hui, elle renonce compte tenu des difficultés d'accès. C'est plutôt une clientèle qui vient de l'Est, pour laquelle on n'a pas justement emprunté la rue de Rivoli, et c'est une clientèle moins aisée pour laquelle les prix comptent davantage, donc les ventes sont plus faibles. Au printemps, il a fermé cette année l'un de ses magasins parisiens, donc là encore, la période d'ajustement n'est pas terminée. Ce qui joue en positif, au moins pour une partie d'entre eux, je ne parle pas du printemps, mais des autres, justement, Bon Marché, Samaritaine, Galerie Lafayette, c'est que ça appartient à 2 grandes familles. Donc ce sont des entreprises qui justement ont un capital plus stable que les entreprises cotées en bourse ou dans lesquelles il y a plusieurs actionnaires. Ces 2 familles qui sont véritablement les princes de la distribution en France, c'est celle de Bernard Arnault, fondateur de LVMH, et celle de Philippe Houzé, qui lui-même a épousé l'une des filles de la famille fondatrice, et aujourd'hui l'entreprise est dirigée par Nicolas, c'est la 5e génération. Et c'est d'ailleurs curieux parce que ces deux familles, donc les héritiers Moulin, Houzé et puis Arnaud et ses enfants sont également copropriétaires d'une très grande enseigne de la distribution, c'est Carrefour. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées. Merci d'écouter les replays de RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous mettre plein d'étoiles. Ça fait toujours plaisir. À très vite!